Alors, en ce mois d'août 1914, il est faible de dire que les organisations du mouvement ouvrier, les partis, mais aussi les organisations syndicales, dont il est moins souvent fait état dans l'historiographie, renièrent leurs engagements. Je pense que notre collègue rappellera tout à l'heure les termes de trahison, d'hideux abcès purulents, utilisés par Lénine à l'encontre des principaux dirigeants socialistes européens, et celui de cadavre puant, lancé par Rosa Luxembourg à la face des dirigeants du Parti social-démocrate allemand, le plus grand et le plus influent parti de la Deuxième Internationale, au lendemain de leur vote en faveur des crédits de guerre au Reichstag. Ces mots forts stigmatisaient à dessein le ralliement sans retour possible de ces organisations à leur propre bourgeoisie au nom d'une union sacrée et d'un intérêt national placé au-dessus de toute considération de classe. Je dirais en préambule que si mon intervention est centrée sur la France, il est impossible, bien sûr, de détacher un rameau de l'ensemble de cet arbre socialiste dont les racines s'étendaient alors en surface comme en profondeur dans les rangs du prolétariat européen. Le drapeau rouge et l'international avaient été durant des décennies les symboles de cette force montante. Et comme le révéla l'attitude de la quasi-totalité de ces sections lors du déclenchement de cette Première Guerre mondiale, la dégénérescence de la Deuxième Internationale avait atteint l'organisme tout entier. Il est à cet égard tout aussi significatif que la renaissance de l'internationalisme ouvrier puisse être datée de la conférence de Zimmerwald, dont on commémore le 100e anniversaire cette année. En effet, ce sursaut dans un contexte de guerre, où les différentes puissances impérialistes s'affrontaient pour un repartage de leurs sphères de domination et d'influence respectives, ne pouvait à contrario se concevoir sur une base nationale. Pas plus d'ailleurs que ne pouvait pour ses participants se concevoir une issue nationale à la question de la guerre en cours. Au caractère mondial de la guerre, les plus résolus opposèrent la perspective de la révolution mondiale. Mais revenons malgré tout au cas français. La section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, ne jouissait pas au sein du mouvement ouvrier européen de la même aura que le SPD de Wilhelm Liebknecht, August Bebel, Rosa Luxembourg ou Karl Kautsky. Malgré son caractère composite, le SPD avait représenté en effet un modèle pour bien des militants, y compris pour Lénine et les bolcheviks durant 4 décennies. Le mouvement socialiste avait longtemps été animé en France par des courants issus de ces tendances les plus réformistes, elles-mêmes fortement influencées par le radicalisme bourgeois et le parlementarisme. Et ce n'est que du bout des lèvres qu'il avait condamné l'entrée d'un des siens, Alexandre Millerand, dans un gouvernement dès 1899, en partie d'ailleurs sous la pression du Bureau socialiste international. La section française de l'Internationale ne revendiquait en outre que quelques dizaines de milliers d'adhérents, là où l'organisation allemande en comptait au bas mot 10 fois plus. Elle avait été unifiée tardivement, en 1905, soit plus d'un quart de siècle après le SPD, et 10 ans après la création de la Confédération générale du travail, la CGT. Une organisation syndicale qui disposait pour sa part de relais plus nombreux dans la classe ouvrière à travers sa presse, notamment La Voix du peuple et la bataille syndicaliste. Bâtie de façon très largement autonome, à la différence des puissantes centrales syndicales en Grande-Bretagne et en Allemagne, la CGT était imprégnée d'une forte tradition révolutionnaire, anarcho-syndicaliste, voire anarchiste. Lors du dernier congrès de cette confédération, tenu avant la guerre au Havre, l'un de ses porte-paroles n'hésita pas à dire, je le cite, « Si la CGT est aujourd'hui ce qu'elle est, ce n'est pas avec le concours du Parti socialiste, mais contre lui. » Mais la mémoire collective ouvrière était riche également des combats qui avaient marqué tout le XIXe siècle. Le prolétariat révolutionnaire de la Commune de Paris de 1871, qui était alors, selon le mot de Marx, monté à l'assaut du ciel, avait laissé sa marque dans tous les esprits. Et si la bourgeoisie avait retenu les leçons politiques de ces événements, elle n'était pas la seule. Puissance industrielle de second ordre, dans la compétition qui l'opposait à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne et à la puissance montante des États-Unis, la France disposait en revanche d'un immense empire colonial et les capitaux de sa bourgeoisie avaient étendu leur emprise sur tous les continents, et plus particulièrement en Russie et dans l'Empire ottoman. Et au-delà des controverses qui opposèrent à plusieurs dirigeants français, et en premier lieu Jaurès, aux courants les plus radicaux du mouvement ouvrier international, cette situation politique plaçait de facto la SFIO aux premières loges du combat contre la guerre.
Un combat dont Jaurès restait, aux yeux des masses ouvrières, l'orateur infatigable. Qu'en fut-il de l'opposition au militarisme et à la guerre jusqu'à cet été 1914 ? Contre la montée du militarisme et les menaces de guerre, le mouvement ouvrier français avait été à l'unisson des résolutions des congrès de l'Internationale socialiste sur cette question. La CGT en particulier ne ménageait pas ses efforts. Lors du congrès d'Amiens en 1906, la Confédération en fit même une priorité pour ses militants au nom des intérêts opposant les travailleurs à leurs exploiteurs. Je la cite, « La propagande antimilitariste et antipatriotique doit devenir toujours plus intense et toujours plus audacieuse. Dans chaque grève, l'armée est pour le patronat. Dans chaque conflit européen, dans chaque guerre entre nations ou colonies, la classe ouvrière est dupée et sacrifiée au profit de la classe patronale, parasitaire et bourgeoise. » L'opposition de la classe ouvrière à l'État bourgeois et à ces guerres ne se discutait donc pas dans ses rangs. La grève générale révolutionnaire devait être la réponse à toute mobilisation. Journaux, brochures à grand tirage, meetings, tracts, affiches. Nombreux étaient les moyens utilisés pour faire entendre l'opposition des travailleurs au massacre qui se préparait. Ainsi, les militants de la CGT s'efforçaient-ils de garder des liens avec les jeunes ouvriers effectuant leur service militaire pour leur fournir une aide à la fois matérielle et morale. En 1913, lorsque le Parlement adopta la loi des 3 ans, prolongeant d'une année le service militaire des jeunes appelés, révélant ainsi l'importance des préparatifs de guerre, de grandes manifestations furent organisées jusque dans les casernes. En mai 1913, au Pré-Saint-Gervais, la SFIO rassembla de son côté 150 000 personnes. Cette même année 1913, la SFIO et le SPD publièrent un manifeste commun contre la guerre dans lequel ils réaffirmèrent, je cite, « s'unir plus étroitement que jamais pour mener ensemble la bataille contre les agissements insensés des classes dirigeantes ». Quelques jours à peine avant l'entrée en guerre, le 26 juillet 1914, des milliers d'affiches reprenant un texte de Léon Jouot, le secrétaire général de la CGT, proclamaient encore, je cite, que la guerre européenne menaçante, avec ses boucheries, ses massacres, la famine, les épidémies qu'elle entraîne, signifierait un formidable recul, peut-être la fin d'une civilisation, à coup sûr l'anéantissement de tous nos espoirs. Le lendemain, dimanche, cortèges ouvriers défilèrent au nom de « Vive la paix, à bas la guerre ». Dans la seule petite ville industrielle de Montluçon, qui comptait alors 33 000 habitants, pas moins de 10 000 personnes se rassemblèrent ce jour-là. Et il en fut de même dans la plupart des grandes villes d'Europe. Pour contrer toute opposition, le gouvernement décida fin juillet d'interdire les meetings et les rassemblements, tout en préparant les esprits au déclenchement de la guerre. De nombreux militants, convaincus de l'imminence de leur arrestation, changèrent de domicile. Le soir du 31 juillet, après avoir appris l'assassinat de Jean Jaurès, le ministre de la Guerre fit retarder le départ de 2 régiments de cuirassés, au cas où il serait nécessaire de les employer contre les ouvriers. Le même général, Messimy, menaça au Conseil des ministres, je le cite, « Laissez-moi la guillotine et je garantis la victoire », en ajoutant à l'attention des militants internationalistes que ces gens-là ne s'imaginent pas qu'ils seront simplement enfermés en prison, il faut qu'ils sachent que nous les enverrons aux premières lignes de feu. S'ils ne marchent pas, eh bien, ils recevront des balles par devant et par derrière, après quoi nous en serons débarrassés. La bourgeoisie savait en effet que pour mener sa guerre, elle avait besoin de briser préalablement les organisations du mouvement ouvrier. Tout allait dépendre donc de l'attitude des dirigeants socialistes. Le mois d'août 1914 devait justement révéler l'ampleur de la trahison des dirigeants du mouvement ouvrier, que je vais rappeler maintenant. Cette première véritable épreuve à laquelle l'Internationale était confrontée dévoila l'étendue de sa dégénérescence. Au lendemain de l'attentat de Sarajevo, comme dans le mois qui suivit, aucun objectif concret ne fut assigné aux différentes sections de l'Internationale. Le BSI se contenta d'annoncer l'avancée de son prochain congrès au 9 août pour réaffirmer, je cite, « l'expression vigoureuse de cette volonté pacifique du prolétariat mondial ». Déjà, certains dirigeants commençaient à laisser entendre qu'un arbitrage international pourrait être un recours plus efficace qu'une démonstration de force des travailleurs. Des tractations s'engagèrent ensuite entre gouvernement et responsables socialistes. En France, dès l'envoi, le 31 juillet,
par le ministre de l'Intérieur d'un télégramme au préfet les engageant à se préparer à l'arrestation des 2000 militants répertoriés dans le fameux carnet B, le comité confédéral national de la CGT décida de renier ses engagements. À la veille du décret de mobilisation, la CGT affirma en effet que la Confédération, je la cite, devait négliger toutes ses décisions contre la guerre. Ce n'est pas le moment, expliquaient ses dirigeants, d'effrayer par des déclarations incendiaires tous ceux qui sont partisans de la paix. Il faut remiser les décisions antimilitaristes des congrès confédéraux et signer toutes les déclarations du Parti socialiste. En somme, le Parti socialiste et la CGT s'en remettaient au gouvernement français pour maintenir la paix. Les dirigeants socialistes s'engagèrent à s'opposer aux troubles qui pourraient survenir et à ne prendre aucune initiative pouvant gêner le pouvoir. Le ministre de l'Intérieur annula donc les mesures d'arrestation préventive. Et les chefs socialistes purent, comme l'écrit un militant, respirer librement et coucher chez eux. Et dire que voilà des hommes que nous voulions faire enfermer, se serait éclamé alors avec soulagement un sénateur ennemi de longue date du mouvement ouvrier. Dès le lendemain, la mobilisation générale était décrétée. La guerre fut déclarée dans les jours qui suivirent, tandis que les dirigeants socialistes d'Europe votaient les crédits de guerre dans leurs parlements respectifs. Dans son message du 4 août, le président Poincaré avait affirmé « Dans la guerre qui s'engage, la France sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi l'union sacrée. » Les dirigeants de la SFIO ne le détrompèrent pas. Non seulement ils ne s'opposèrent pas à la guerre ou à la pression du patriotisme, alors qu'ils en avaient la possibilité, au Parlement, comme dans leur presse, mais ils l'approuvèrent et devinrent ses plus ardents défenseurs. Ils engagèrent les travailleurs au front à combattre et à tuer, et ceux demeurés à leur poste de travail à produire. Sur la tombe de Jaurès, l'épisode est bien connu, Léon Jouot tenta de justifier son ralliement en ces termes, et je le cite, « Ce n'est pas sa faute, ni la nôtre, si la paix n'a pas triomphé. Avant d'aller vers le grand massacre, au nom des travailleurs qui sont partis, au nom de ceux qui vont partir dont je suis, il ne partira pas lui, je crie devant ce cercueil toute notre haine de l'impérialisme et du militarisme sauvage qui déchaîne l'horrible crime. Cette guerre, nous ne l'avons pas voulue, ceux qui l'ont déchaînée, despotes aux visées sanguinaires, aux rêves d'hégémonie criminelle, devront en payer le châtiment. » Il réaffirmait ainsi sa haine de l'impérialisme et du militarisme, mais en n'invoquant plus que l'impérialisme allemand et austro-hongrois. Oubliez les crimes coloniaux de la France, oubliez l'alliance éhontée de la République qu'il se faisait désormais fort de défendre avec l'autocratie tsariste. Et si les dirigeants socialistes et syndicalistes n'avaient effectivement pas voulu la guerre, ils ne tentèrent à aucun moment de s'y opposer lorsqu'elle fut devant eux. À l'instar des députés du SPD, ils votèrent ce même 4 août les crédits de guerre. Pas un n'eut à connaître la prison, et nombre d'entre eux échappèrent à l'envoi au front. De leur revirement, la patrie savait se montrer reconnaissante. Quand ils ne cessèrent pas de paraître, les journaux ouvriers se transformèrent en autant de porte-voix du gouvernement et du grand quartier général. Dans ces articles, l'Humanité, principal organe de la SFIO, expliquait désormais, je la cite, que 2 armées françaises devaient collaborer, les soldats sur les champs de bataille et les ouvriers sur les champs de travail. Une façon d'affirmer son opposition à toute grève ou à l'expression de toute revendication venant des travailleurs. Le 6 août 1914, le même journal écrivait sur un ton que n'aurait pas renié un Maurice Barrès ou un Paul Claudel, et je cite, « Du heurt de 2 races, que la liberté jaillisse. Dans le conflit actuel, la question ethnique a son importance. Les Germains, de sang plus lourd, partant d'esprits plus soumis et plus résignés, n'ont pas notre esprit d'indépendance. » Pour les masses ouvrières et les militants, cette trahison fut un véritable coup de poignard dans le dos. Jouot n'expliquait-il pas « Ce n'est plus à la tribune des congrès internationaux qu'il faut défendre nos idées, mais par la force des armes. » Ceux qui attendaient des directives pour engager le combat contre la guerre furent abandonnés à eux-mêmes. Ils se retrouvèrent seuls, sans moyens d'expression, face aux gendarmes apportant les ordres de mobilisation, aux nationalistes les plus abjects, soutenus par les églises, les intellectuels et la presse au garde-à-vous. Les militants, dont des centaines avaient effectué des années de prison pour leurs idées et leurs actions contre le militarisme, n'eurent d'autre choix
que de se rendre à leur caserne, la rage au ventre. Georges Dumoulin, un syndicaliste du Nord opposé à la position des dirigeants de la CGT, rapporte, je le cite, « Nos syndiqués sont partis à la guerre. Ils n'ont pas fait l'insurrection. Je les ai vus partir. Nous avons pris la même rame de wagon à bestiaux. Mon train ressemblait aux autres. Il était identique à ceux qui nous précédaient et à ceux qui nous suivaient. Parmi ce monde, je souffris. Mon silence était le signe de la désapprobation, autant que de la honte qui m'étouffait. Même un militant de la trempe de Pierre Monat, dont je reparlerai, qui devait organiser le premier noyau d'opposants à la position confédérale, écrivit plus tard à propos de l'abattement ressenti lors de cet été 1914, et je cite, « J'avais reçu un coup de massue. J'avais besoin d'aller ruminer, écuver mon désespoir. Tout s'était effondré sous mes pas. Bien compromises mes raisons de vivre. Stupéfaction devant l'explosion du chauvinisme au sein de la classe ouvrière. Plus encore, devant le déraillement de tant de militants syndicalistes et anarchistes, de presque tous les socialistes. Le socialisme venait-il d'être tué? La guerre avait-elle balayé l'esprit de classe, notre espérance en l'émancipation des travailleurs de tous les pays? Difficile de ne pas croire que nos idées d'hier n'étaient plus que de lamentables ruines. Il fallait se cramponner, tenir le coup, si pénible que ce fût. À cette démoralisation s'ajoutait bien sûr le poids des mesures d'exception et de terreur prises pour contraindre les soldats mobilisés à obéir et les ouvriers à produire. Ainsi s'installa ce qu'on peut appeler un socialisme et un parlementarisme de guerre. La bourgeoisie avait compris qu'elle avait besoin de ses dirigeants socialistes et des syndicalistes pour enchaîner les masses ouvrières, car elle savait ce que la guerre signifierait en termes d'aggravation des conditions de travail et de vie pour ceux qui resteraient à l'arrière et de mort pour ceux qui iraient au front. En entrant dans un cabinet d'union sacrée à la fin août comme ministre d'État, Jules Guesde, qui avait longtemps été le chef de file du courant marxiste en France, et Marcel Samba, en tant que ministre des Travaux publics, ajoutèrent à cette trahison leur collaboration active au grand massacre qui s'engageait. Un troisième socialiste, Albert Thomas, devint peu après sous-secrétaire d'État de l'artillerie et des munitions, puis ministre de l'Armement. D'autres, à l'instar de Léon Blum, reçurent des responsabilités dans l'appareil d'État, loin de la boue des tranchées et des obus. Abel Ferry se délecte dans ses carnets de ce retournement de l'histoire, et je le cite, il écrit alors « Pour gouverner la France, il faut être actuellement ou socialiste révolutionnaire ou octogénaire. » Le ministère d'Albert Thomas, par ses fonctions et sa durée, de mai 1915 à septembre 1917, indique à lui seul le chemin parcouru alors par les dirigeants socialistes et leur intégration à la machine étatique. Celui-ci se trouvait en effet à la tête de l'industrie de l'armement, des financements publics aux marchands de canons, mais aussi du contrôle des ouvriers liés à la production de guerre et du recrutement de la main-d'œuvre coloniale et étrangère. En d'autres termes, il était le principal responsable de la production d'armement en liaison étroite avec tous les industriels du secteur. Quant aux élus socialistes, au Parlement comme dans les communes, ils se transformèrent en autant d'agents de l'effort de guerre. S'ils purent après-guerre se prévaloir d'avoir contribué, mais avec bien d'autres, à faire reculer ce qu'on appelait alors la dictature du grand quartier général, qui s'était établie dans les premiers jours de la guerre, en maintenant un semblant de jeu parlementaire et de prérogatives du pouvoir exécutif, ils n'en assumèrent que davantage la co-responsabilité de la continuation de la guerre. De point d'appui pour les travailleurs pour changer la société, ces positions locales et nationales s'étaient transformées en levier de la mobilisation nationale derrière les buts de guerre de la bourgeoisie. Il en alla de même du côté des syndicats. Sous le patronage de l'État, s'instaura une collaboration entre les organisations syndicales et le patronat qui allait également perdurer bien au-delà du conflit. Dès le 5 août 1914, furent instaurées des commissions avec des représentants de la CGT chargés de verser des allocations aux familles dont l'un des membres était mobilisé. D'autres organismes composés de délégués syndicaux et patronaux furent instaurés pour conseiller le gouvernement dans le domaine de la législation du travail, proposer des conventions collectives, des salaires minimums dans les usines de guerre ou encore fixer les conditions de travail des apprentis. Les syndicalistes décidèrent aussi, avec des représentants du patronat, du renvoi pour sanction de certains ouvriers au front, c'est-à-dire à la mort. Léon Jouot et les différents secrétaires des fédérations furent régulièrement reçus dans les ministères.
avec le but assumé de maintenir la paix sociale et de prévenir les conflits sociaux, mais aussi de promouvoir la lutte contre le Made in Germany au nom, je cite, de la suprématie industrielle et commerciale de la France. Le secrétaire de la CGT sera récompensé par une nomination à la direction du Secours national, une œuvre charitable destinée à distribuer de l'aide aux plus démunis. Auprès d'un autre dirigeant de la CGT, il y siégea aux côtés de religieux, d'industriels, de banquiers, mais aussi de l'ancien préfet Lépine, qui avait réprimé dans le sang les manifestations ouvrières avant la guerre, et enfin de Charles Maurras, le théoricien de l'extrême droite monarchiste. Bien d'autres structures seront mises sur pied qui achevèrent l'intégration des appareils syndicaux dans l'État. Comité permanent dit de conciliation et d'arbitrage, instauré après une première vague de grève en 1916, généralisation de contrôleurs de la main-d'œuvre, puis de délégués d'ateliers, après des essais aux usines Schneider du Creusot et Renault à Billancourt. Les rares analyses menées par les historiens de la perception par les soldats de ces socialistes de guerre laissent penser qu'en s'associant à sa conduite, ils partagèrent le discrédit et le rejet de la classe politique qui grandissait alors parmi la troupe. Ainsi, un certain Henri Dispan de Florent, d'une famille de militants socialistes qui, du front, écrivit au printemps 1917, et je cite une de ses lettres, « Quant aux chefs du Parti socialiste, au pluriel, ils peuvent se préparer à une jolie culbute. Par tous les soldats appartenant au parti et avec qui j'ai pu causer, ils sont tout simplement considérés comme des traîtres dont il faudra faire juste au retour. » Alain Boscus, dans une étude des mineurs et des métallurgistes du bassin de Carmaux et de Casseville, conclut également en réponse à tous ceux qui ont cru percevoir dans l'union sacrée le consentement patriote des masses ouvrières, je le cite, « Aucune culture de guerre n'est venue remplacer la culture ouvrière syndicale et militante antérieure. La correspondance et les comptes rendus de réunions syndicales ne font apparaître aucune haine de l'ennemi et aucun sentiment de croisade n'a détourné les militants des préoccupations sociales qui les taraudaient. » Fin de citation. L'après-guerre allait le démontrer. Mais dans cette mêlée, cet enfer, une minorité de cadres et de militants conservèrent intacts leurs engagements et sauvèrent en quelque sorte l'honneur du socialisme. D'autres, anonymes, jouèrent probablement de bien des manières, et sans même que les archives en gardent la trace, ce rôle de contrebandier du socialisme évoqué par certains historiens. Leur histoire est intimement liée à la montée de la contestation au sein de la CGT et de la SFIO, jusqu'à la naissance, 2 ans après la fin de la guerre, du Parti communiste français. Sans en retracer la chronologie, je voudrais en souligner certains aspects. D'abord, contrairement à la Russie, avec le courant bolchevique réuni derrière les positions de Lénine, et à l'Allemagne, où les opposants à la politique de la direction du SPD disposaient avec Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg de dirigeants à même d'être les organisateurs de l'opposition ouvrière à la guerre, le courant internationaliste au sein du mouvement ouvrier français fut tenu à bout de bras par des militants peu connus des larges masses. C'est en effet autour d'Alfred Rosmer et de Pierre Monat, fondateur et cheville ouvrière du journal La Vie ouvrière, et dans un premier temps d'Alphonse Merheim, responsable CGT de la Fédération des métaux, qu'un premier noyau d'opposants à la politique confédérale se constitua. Rosmer fut de tous les combats pour maintenir le drapeau de l'internationalisme durant la guerre et organiser les militants autour d'un programme de redressement. C'est notamment lui qui publia avec les pires difficultés le seul compte-rendu de la conférence de Zimmerwald en France. Il est également à l'origine des liens qui se nouèrent assez tôt autour de ce premier cercle avec l'émigration russe à Paris. Il se lia plus particulièrement avec Trotsky, qui animait avec quelques autres exilés le journal Nasze Slovo, Notre Parole. Ces liens politiques et humains ne devaient jamais se défaire. Ce sont ces militants, avec une poignée d'opposants à l'intérieur de la SFIO, qui donnèrent vie, après la conférence de Zimmerwald, au Comité pour la reprise des relations internationales, véritable embryon du futur Parti communiste français, section française de l'Internationale communiste. Plusieurs femmes se joignirent à ces réseaux de l'ombre, dont Marcel Capy, nom de plume de Marcel Marquès, ancienne rédactrice de La Bataille syndicaliste, qui en avait démissionné à cause de sa ligne d'Union sacrée, Louise Saumonot, qui diffusa en janvier 1915 l'Appel pour la paix de Clara Zetkin, puis l'Appel aux femmes socialistes, rédigé à Berne en mars 1915, ce qui lui vaudra la prison,
puis Hélène Brion, secrétaire générale de la Fédération nationale des instituteurs et institutrices publiques, membre du Comité pour la reprise des relations internationales, traduite à son tour en Conseil de guerre pour pacifisme. En révélant le réformisme et l'opportunisme qui avaient gagné les sommets du mouvement ouvrier, la guerre fut donc aussi une heure de vérité qui fit émerger en son sein une minorité qui sut, comme l'écrit Rosmer, tisonner les restes refroidis de l'international et, ce faisant, maintenir ouverte la perspective d'une issue révolutionnaire à la guerre. Et puisque l'intitulé de ces rencontres, et je conclurai par ça, nous invite à réfléchir aux leçons que nous pouvons tirer de la Première Guerre mondiale pour aujourd'hui, je voudrais conclure par quelques réflexions générales. Il y a tout juste un siècle, l'essor industriel qui avait permis à la bourgeoisie d'asseoir sa domination sur la planète s'acheva par la Première Guerre mondiale de l'histoire. Ainsi, toutes les découvertes du siècle précédent, les avancées techniques et scientifiques, la révolution des transports, la maîtrise de la vapeur, puis de l'électricité et du pétrole, autant de leviers puissants pour affranchir l'humanité de l'exploitation, de la misère et de l'ignorance, avaient débouché sur 4 années et demie d'affrontements meurtriers et d'enfer. C'était pour les militants les plus conscients la démonstration du degré de décomposition auquel le système capitaliste était parvenu à l'ère de l'impérialisme. Dressant, après quelques mois, le tableau de la barbarie que la guerre avait révélé aux plus incrédules, Rosa Luxembourg écrivait, et je la cite, « Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse, voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu'elle est. Ce n'est pas lorsque bien léchée et bien honnête. Elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l'ordre, de la paix et du droit. C'est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l'anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l'humanité, qu'elle se montre toute nue, telle qu'elle est vraiment. » Cette leçon, nul ne doit l'oublier, à l'heure où la guerre économique précipite chaque année des millions d'hommes et de femmes dans le chômage et la précarité. En second lieu, si la Première Guerre mondiale fut un tournant dans l'histoire de l'humanité, elle en fut un tout aussi tragique pour le mouvement ouvrier. Car c'est à la faveur des guerres, comme des révolutions, que les rapports entre les classes exploiteuses et les opprimés sont mis véritablement à nu et apparaissent avec toute leur force. Dans le rapport de force entre les classes, un rôle décisif revient dans ces moments à l'organisation dont les exploités se dotent. En août 1914, ce sont justement les dirigeants des partis et des syndicats, dont les travailleurs s'étaient dotés depuis des décennies, qui renièrent leurs engagements et rallièrent le camp de leur bourgeoisie, livrant ainsi les travailleurs à leurs bourreaux. La guerre, enfin, puis le repartage entre les grandes puissances qui la suivit démontrèrent, s'il en était besoin, que la défense de l'intérêt national, quelles que soient les raisons particulières invoquées, est toujours la feuille de vigne des intérêts de la bourgeoisie. La guerre pour le droit, invoquée par la France ou la Grande-Bretagne, ou le principe des nationalités, mis en avant par le président américain Wilson à la fin de la guerre, étaient des formules pour masquer leur but de guerre. Durant tout le XIXe siècle, les socialistes n'avaient eu de cesse d'expliquer que dans les citadelles de l'impérialisme, le nationalisme avait comme fonction d'enrôler les masses à la défense des intérêts de ses propres exploiteurs. Comme l'écrivait alors Paul Lafargue, je le cite, « La bourgeoisie ne tambourine sur la peau d'âne du patriotisme, l'amour de la patrie et l'honneur du drapeau, que dans le but de griser et d'abrutir les prolétaires, afin qu'ils se sacrifient pour défendre les richesses sociales qu'elle leur a dérobées. » L'abandon de cet internationalisme prolétarien par les organisations du mouvement ouvrier, qui auraient dû en être les premières garantes et les vecteurs, a laissé des traces durables jusqu'à ce jour. Au moment où les idées réactionnaires ressurgissent en Europe, où les frontières des États se referment les unes après les autres devant les migrants chassés par les guerres, la terreur et la misère provoquées par la domination des grandes puissances impérialistes, comprendre le piège de l'intérêt national est une nécessité vitale. Pour que la poudrière d'aujourd'hui ne précipite pas de nouveau le continent dans la barbarie, les leçons d'août 1914 doivent être rappelées et traduites en actes. Merci.